Bon, bonjour, je suis Robert, donc le président de la SFC. Nous sommes là ce matin pour écouter Christine Noël Lemaître, maître de conférence en philosophie à l'université d'Aix-Marseille. Nous sommes accompagnés de Pietro Tom, qui est un bénévole de l'association et qui va assurer la modération et la logistique. Donc, avant de passer la parole à Christine, je vais juste faire une remarque. Alors, le sujet de cette communication, c'est des croyances ont vraiment qui viennent de loin le rôle du genre dans la reconnaissance et la prise en charge de l'EMSFC. Alors, ça fait 25 ans que je fais des permanences téléphoniques pour la SFC et je me suis amusé à faire le décompte des 100 derniers appels. Sur les 100 derniers appels, j'ai eu 84 appels par des dames et 16 par des messieurs. Donc voilà, ça pose un peu le débat. Allez, je passe la parole à Pietro et bon webinaire. Merci Robert. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Pietro, bénévole. Mon rôle consistera également à recueillir et synthétiser vos questions pendant la session. Je vous invite à les poser dans le chat où je vous ai souhaité bonjour et bienvenue. Nous les aborderons lors de la deuxième partie pendant 30 minutes en fin de présentation. Pour vous rappel, le programme aujourd'hui, donc nous avons 25 minutes de présentation, 5 minutes de pause et de pacing pendant lesquelles un sondage vous sera proposé, 30 minutes de questions. Merci pour votre participation. Bonne session à toutes et à tous et je laisse la parole à Christine Lemaître. Alors, merci beaucoup pour me donner la parole. Avant toute chose, je dois préciser 2 points qui me semblent importants parce que c'est toujours important de savoir en fait d'où on parle. Et je dois préciser tout d'abord que mon intérêt pour l'EM SFC n'est pas un intérêt purement académique, purement scientifique. Il y a à peine 3 ans, j'ignorais jusqu'au nom de cette maladie. Je l'ai découverte en fait au terme d'une errance médicale qui m'a semblé interminable, même si pour beaucoup de patients finalement, pour beaucoup de patients atteints de l'EM, elle semblerait assez courte. Mon fils, en fait, qui avait 8 ans à l'époque, a commencé à être malade et à enchaîner visite chez les médecins, hospitalisation, et ça l'a conduit assez rapidement à être en état très sévère, état dans lequel il est aujourd'hui. S'il y a des proches ou des aidants de malades de l'EM connectés aujourd'hui, je pense qu'ils sont passés aussi probablement par toute une gamme d'émotions, allant de la peur à la colère, voire même, je dois l'avouer, à la haine parfois, et à la tristesse face à l'impuissance qu'on peut ressentir quand on a quelqu'un qui nous est cher, qui est atteint de cette maladie. Donc c'est un intérêt qui, au départ, est très égoïste. Si j'avais été médecin, je pense que j'aurais orienté mes travaux personnels sur l'EM, mais je suis simplement enseignant-chercheur en philosophie. Je me suis rendu compte que ça ne servait pas à grand-chose, sauf peut-être à une chose, essayer de faire réfléchir et pour voler une formule à une philosophe que j'apprécie beaucoup, qui est Hannah Arendt, pour essayer de comprendre ce monde qui n'est pas toujours très beau. Donc, comme ma spécialisation était en éthique appliquée, où on est censé essayer de comprendre pourquoi les personnes ne se comportent pas toujours très bien et comment faire pour qu'ils se comportent mieux en adéquation avec les valeurs qui sont censées fonder notre vie ensemble, eh bien, j'ai décidé de m'intéresser en fait à l'EM et plus précisément à ce qui peut expliquer, ce qui peut être au fondement du manque de reconnaissance et d'intérêt des professionnels de santé pour cette maladie. Donc, pourquoi
est-il important de comprendre les freins à la reconnaissance de l'EM et du syndrome de fatigue chronique? En même temps, c'est vrai que parfois, je me dis que c'est quelque chose qui ne va pas immédiatement conduire sur un traitement. Mais je pense que c'est important parce que déjà, il me semble que pour aller vers une meilleure prise en charge, pour permettre aux politiques, aux médecins de mieux prendre conscience du problème, de changer leur regard, il faut essayer d'identifier quelles sont finalement les raisons sous-jacentes à ce manque de reconnaissance, à ce déni. Donc, je suis partie d'un paradoxe qui est que l'EM est une maladie ou syndrome. Alors, je mettrai à la disposition de la SFC le slide que je vais un peu modifier, sur lequel vous aurez un certain nombre d'éléments de référence que vous pourrez consulter, avec des liens aussi vers des publications, des articles que je vais simplement citer. Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est un syndrome? Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là maintenant. En tout cas, ce n'est pas une maladie nouvelle. Hein. On a cette reconnaissance de l'EM par l'OMS depuis déjà presque 56 ans, mais on a des traces de l'existence de l'EM bien avant. Ce n'est pas une maladie rare. Donc là, on va être confronté effectivement au problème de la documentation des chiffres. Il n'y a pas de statistiques officielles qui vont permettre de dénombrer les malades de l'EM. J'aurais pu me baser sur les données qui figurent sur un certain nombre de sites des associations de patients pour éviter d'être accusée de militantisme. Je me suis basée sur un certain nombre d'études qui sont publiées dans des revues médicales notamment. Donc j'en ai mis quelques-unes en sachant qu'il y a des variations dans les chiffres qui sont proposés, mais quels que soient les chiffres, même si on prend ceux qui sont les plus optimistes quant à la faiblesse de la représentation de l'EM, on est de toute façon très largement au-dessus du seuil qui permet de caractériser une maladie comme étant une maladie rare. Une maladie rare va concerner un malade pour 2000 au niveau de la population. Au niveau de l'EM, on est très largement au-dessus, à minima 10 fois au-dessus. Donc, c'est une maladie qui n'est pas une maladie rare et c'est une maladie comme plein d'autres, hein, mais où les femmes sont surreprésentées. Là aussi, en fonction des études, on a une variation au niveau des chiffres, mais quelles que soient les études sur lesquelles on se base, on va avoir entre 70 et 80% de femmes. Robert Schenk évoquait tout à l'heure au niveau des appels une surreprésentation des femmes. On peut en être relativement certain. L'EM concerne beaucoup plus les femmes, comme d'ailleurs la fibromyalgie, la maladie d'Alzheimer et par exemple la scoliose idiopathique. Donc, au niveau de ma réflexion, si vous voulez, pour mieux appréhender les éléments permettant d'expliquer ce défaut de reconnaissance ou ce déni, je suis partie de ce paradoxe avec l'EM qui est une maladie qui n'est ni nouvelle ni rare. Et pourtant, ce dont j'ai le sentiment, alors, je l'ai vécu très douloureusement par rapport à mon fils. Et j'ai suivi aussi pendant un certain nombre de mois les communautés de patients sur les réseaux sociaux. Ce que j'ai constaté, ce qui m'a frappé aux yeux, c'est que finalement, ce qu'on avait vécu n'était pas un parcours singulier. On a même peut-être eu plus de chance que d'autres. Les témoignages de ce qu'on appelle en anglais le gaslighting, en fait, des formes de maltraitance de la part des professionnels de santé, pas uniquement, mais notamment, sont légion.
Et du coup, il m'a semblé, en philosophie, on part souvent des paradoxes de ce qui peut sembler très étonnant au sens d'Aristote. Hein. Pour Aristote, étonnant, c'est être, quand on est étonné, c'est comme si on était frappé par la foudre. Donc, je suis partie de ce constat. Et je n'entends pas aujourd'hui vous dire que si les professionnels de santé ont tellement de mal avec l'EM, c'est parce que c'est une maladie, entre guillemets, de femmes. Je ne dirais pas ça, d'abord parce que ça serait faux, ça serait usurpateur. Il y a d'autres maladies qui sont des maladies de femmes et qu'on prend 1000 fois mieux au sérieux. Hein. On peut prendre le cancer du sein. C'est une maladie qui est là aussi très largement surreprésentée par les patients féminines. Donc, je ne dirais pas que ce lien, il est aussi simple que ça. C'est certainement un phénomène qui est pluridimensionnel et parmi les éléments susceptibles d'être évoqués, il y a notamment le fait que c'est une maladie complexe qui est compliqué à appréhender parce que plusieurs systèmes, plusieurs organes sont impliqués. Il n'y a pas de test diagnostique à ce jour, ce qui place du coup les médecins face à leur fragilité. Et ça, c'est quelque chose qui est bien connu en psychologie. En fait, quand le cerveau, quand l'esprit humain est confronté à quelque chose de compliqué qui remet en cause ses mécanismes habituels, eh bien, on a tendance à éliminer la complexité en se concentrant sur des réponses qui, même si elles sont fausses, vont permettre de maintenir une forme de cohérence dans notre raisonnement. Donc ça, c'est sans doute un élément qui joue beaucoup au niveau du déni de reconnaissance, mais je pense que parmi ce phénomène pluridimensionnel, j'ai posé l'hypothèse qu'il y a un rôle sans doute déterminant des croyances de genre dans la manière dont on va aborder l'EM. Alors, je ne suis pas sociologue. Les philosophes raisonnent beaucoup à partir de l'analyse conceptuelle. Souvent, en fait, on va pressentir des choses à partir des textes, à partir de ce que d'autres ont pu élaborer. Notamment, je me suis basée aussi sur l'histoire des sciences médicales. J'ai beaucoup lu d'études qui ont été consacrées à cette question des croyances relatives aux femmes dans la doctrine médicale. Je vais donc vous présenter un certain nombre de réflexions qui sont issues de ces lectures. Donc, je vais procéder en 3 temps très rapidement. Je regarde la temporalité. Alors, vous verrez sur les slides, je vais vraiment distinguer les savoirs le savoir et les croyances. Je vais juste à l'oral définir qu'est-ce que j'entends par les croyances. Je vais donner quelques exemples issus de l'histoire médicale avec cette place des croyances relatives aux femmes. Et je vais déboucher sur la nécessité d'une rupture du style de pensée à partir d'un auteur qui s'appelle Fleck avec quelques notes en fait d'espoir par rapport à cette rupture qui, je l'espère, devrait déboucher sur une meilleure prise en charge de l'EM. Alors, première chose, lorsqu'on pense à la médecine, à la pratique médicale aussi, la médecine n'est pas une science, c'est plus un art, mais on a aujourd'hui cette croyance, cette représentation chez les médecins, mais aussi chez les patients, que la médecine est de l'ordre purement du savoir. Alors, c'est vrai que pour le faire en raccourci, je pourrais mettre à votre disposition en fait un article que j'ai publié qui développe tout ça beaucoup plus en détail, mais pour faire un raccourci, l'histoire de la médecine, elle est conçue, elle peut être analysée comme un arrachement
en fait, à l'ordre pur des croyances. Au départ, il y avait un lien entre, dans l'Antiquité, la médecine et une forme de croyance presque magique avec des idées liées à une conception qu'on appelle ontologique de la maladie, hein, c'est-à-dire que être malade, tomber malade, c'était finalement avoir une forme de mal qui rentrait dans l'organisme. Et Hippocrate a été un des premiers à arracher finalement la médecine à cet ensemble de croyances pour souligner la nécessité d'observer cliniquement les patients et de toujours rechercher les causes naturelles. Au XIXe siècle, on a eu une accélération des progrès scientifiques et techniques qui vont vraiment transformer la pratique médicale et vont marquer un pas dans l'élimination de toute forme de croyance avec un apogée qui apparaît au XXe siècle et le développement de ce qui s'appelle l'evidence-based medicine qui va promouvoir l'importance de la statistique médicale et les fameuses études randomisées. Ça m'a permis de comprendre en fait pourquoi on avait un médecin qui a pris en charge notre fils et qui nous dit toujours on ne va pas tester ce médicament parce qu'il n'y a pas d'études randomisées permettant d'établir d'une manière certaine l'efficacité par rapport au groupe témoin. Donc c'est vrai qu'il y a, on est dans l'ère où la médecine va se baser, se présente comme étant basée essentiellement sur des savoirs qui sont établis à partir de protocoles très stricts. En fait, la frontière entre croyance et savoir est beaucoup plus poreuse que cela et la notion même de croyance, elle peut être appréhendée de différentes manières. Quand on regarde la définition, la croyance, c'est le fait que notre esprit va adhérer à une idée et il y a une part de conviction intime, personnelle, et donc de confiance dans la croyance. La croyance, si on regarde l'étymologie, ça fait référence à la confiance. Là, je ne parle pas de la croyance, par exemple, qui serait de l'ordre de la foi. Je parle de la croyance, hein, c'est pour ça que j'ai parlé de 50 nuances de croyance, d'une croyance qui serait liée à une forme d'opinion fragile, qui s'appuierait essentiellement sur une conviction intime. Et en fait, quand on regarde la pratique médicale, on s'aperçoit, donc là j'ai mis plusieurs citations de textes sur lesquels je me suis basée. On a notamment Alain Bernadou qui, alors lui, est très radical dans son approche du lien entre croyance et médecine, mais qui affirme que dans son essence, la médecine comporte d'une manière irrémédiable une part d'archaïsme, d'incertitude, de pragmatisme inévaluable. Il y a un auteur qui est en histoire des sciences qui a montré par une analyse des traités médicaux au fil des siècles que les énoncés médicaux sont des actes de représentation, c'est-à-dire qu'ils sont liés à un certain nombre de croyances sur le comportement des femmes, sur le corps de la femme, sur aussi les différences genrées, pas uniquement, mais c'est la question du genre qui nous préoccupe aujourd'hui essentiellement. Et même l'Académie de médecine, qui pourtant promeut le fait que la croyance n'a pas sa place dans l'art médical, avoue dans un rapport qu'elle a publié très récemment que les croyances demeurent au dialogue entre deux êtres humains empreints de subjectivité et que de ce fait-là, la pratique médicale, elle ne peut pas s'abstraire totalement des croyances que les patients vont se forger, mais aussi que les médecins ont pu développer. Donc, on a des exemples précis qui permettent de mieux se visualiser finalement ce rôle des croyances. Mais c'est vrai que les études qui s'intéressent finalement à la pratique médicale, alors quand j'entends pratique médicale, en fait, souvent on distingue trois phases dans l'activité du médecin. Il y a le diagnostic, qui consiste à identifier finalement le mal dont souffre le patient. Il y a le pronostic,
et il y a le traitement. Donc souvent, on a cette distinction qui est opérée dans l'activité du médecin. Et typiquement, dans la phase de diagnostic, il y a un ensemble de représentations qui sont très importantes dans le fait d'éliminer d'emblée certaines maladies, dans le fait déjà de croire ou de ne pas croire les paroles qui sont rapportées par le patient que le médecin va avoir en face de lui. Je donne un exemple que je connais bien, qui est l'exemple de mon fils. Pendant à peu près 6 mois, et même au-delà, les médecins étaient convaincus, ils ne tenaient pas debout, au sens propre, mais ils étaient convaincus qu'ils simulaient parce qu'ils ne voulaient pas aller à l'école. Parce qu'un enfant de 8 ans, forcément, va chercher à simuler pour ne pas aller à l'école. Donc, on a des croyances qui vont être extrêmement déterminantes au niveau du processus de diagnostic et qui permettent sans doute d'éclairer le fait qu'on a ces difficultés à diagnostiquer l'EM. Je prends deux exemples, l'exemple du syndrome méditerranéen qui là est bien documenté par les sociologues. Il y a un certain nombre d'études qui ont été publiées qui montrent que, en raison des représentations en termes de race, en termes de genre, les femmes issues du pourtour de la Méditerranée, lorsqu'elles disent qu'elles ont mal, en fait, les professionnels de santé ont tendance à sous-estimer la douleur qu'elles vont exprimer. Parce qu'on a tendance à considérer qu'elles vont exagérer. On peut reprendre l'exemple aussi de l'hystérie qui, pour le coup, est bien documenté en histoire médicale et qui est très révélateur, me semble-t-il. Quand on regarde Émile Charcot, par exemple, qui a été un neurologue très connu, qui a contribué largement à la connaissance de l'hystérie, quand on lit en fait ce qu'il écrivait, il considérait que si les femmes étaient susceptibles de devenir hystériques, déjà à l'époque, il considérait que les hommes ne pouvaient pas être hystériques, mais si les femmes étaient susceptibles de devenir hystériques, c'était en raison de leur constitution émotive, fantasque et impressionnable. Et là, je cite, ce n'est pas un jugement de valeur de ma part. Et ce qui est très amusant d'ailleurs, c'est que si on analyse les débats parlementaires qui avaient eu lieu lorsqu'à chaque fois qu'il était question de savoir si on allait donner aux femmes le droit de vote ou pas, c'était exactement les mêmes arguments qui étaient mis en avant pour justifier le fait que, non, on ne pouvait pas donner raisonnablement le droit de vote aux femmes parce qu'elles sont trop émotives et elles vont certainement se laisser aller à leur vapeur et ne pas prendre les bonnes décisions. Donc, on trouve effectivement, et là, il y a des études très documentées de Hélène Castelli, par exemple, ou de Nicole Edelman, qui étudient les représentations de la maladie et la constitution de la différence des sexes, qui montrent que ces éléments qui datent du 19e, qui ont été repris au 20e siècle, de nos jours encore, tendent à pousser les médecins à décrédibiliser la parole des femmes et à associer des symptômes qui ne sont pas vérifiés par des examens standards à des symptômes psychogènes. Donc, tout cela, en fait, toutes ces croyances sous-jacentes qui viennent de loin, qui sont portées par l'histoire, elles définissent ce que Ludwig Fleck appelle un style de pensée, c'est-à-dire des raccourcis qui vont induire un jugement quasiment automatique et un certain nombre de méthodes qui vont ensuite être utilisées pour corroborer ces jugements automatiques. Et je prends l'exemple de ces jugements automatiques, c'est que tout ce qui n'a pas une base organique étayée va être réputé comme étant nécessairement psychogène. On ne va pas forcément aller chercher toujours très loin. Donc, ce style de pensée, quels sont les éléments je regarde le temps, j'essaye de ne pas trop dépasser, mais quels sont les éléments, quand j'évoquais tout à l'heure en introduction, qui sont susceptibles
au-delà de toute la tristesse, toutes les émotions négatives que j'ai évoquées au début, d'apporter des lueurs d'espoir d'un changement potentiel. Il y a d'abord des progrès technologiques, des progrès de l'imagerie. Le TEP-scan et les travaux, par exemple, du professeur Gage, qui identifie des profils hypométaboliques dans le Covid long, mais qui sont utilisables aussi dans le MSFC, permet de changer la donne en donnant des éléments de preuve de visibilité organique, si vous voulez, de cette maladie. Et effectivement, ces progrès de l'imagerie permettent du coup fournir des arguments, des contre-arguments à ceux qui ne croient pas en l'EM. Il y a aussi des progrès portés par ce qu'on appelle la démocratie en santé, avec tous les bémols que je peux mettre par rapport aux avancées concrètes de cette démocratie en santé. Mais le fait qu'on prenne de plus en plus les patients experts comme porteurs de savoir d'expérience qui doivent être écoutés, ce n'est pas neutre au niveau des évolutions potentielles de ce style de pensée. L'accessibilité des connaissances médicales aussi. Je prends là encore mon exemple. Si je n'avais pas s'il n'y avait pas eu Internet, si je n'avais pas pu aller faire des recherches par moi-même, si je n'avais pas pu trouver des associations de malades de l'EM qui me mettent sur la voie de cette maladie, peut-être que mon fils n'aurait jamais été diagnostiqué. L'évolution des mentalités aussi en termes de genre, le fait qu'on ait de plus en plus de médecins qui soient des femmes, alors, avec ce bémol que j'ai remarqué que les femmes aussi ont des biais de genre et ont parfois intériorisé ces croyances qu'on peut qualifier pour certaines de misogynes. Et le nombre de malades qui augmente. Alors, ce n'est pas une bonne nouvelle en soi, on est d'accord, mais qui va, à mon avis, contraindre à un moment donné, parce que quand on est matérialiste et qu'on regarde les coûts qui sont générés par l'EM et le Covid long, à un moment donné, le système ne sera plus tenable. Alors, il n'y a pas uniquement une question d'effectif de malades, parce que les malades de l'EM ont cette particularité que peu d'entre eux pourraient aller manifester ou entreprendre de faire du bruit sur le plan social en raison de leur état de santé. Mais ce sont des facteurs qui, à mon avis, peuvent contribuer à une transformation du style de pensée qui ne peut pas se faire, en un jour. Alors, j'ai à peu près respecté le temps qui m'était consacré. Je vous remercie pour votre attention et je vous propose en fait Pietro, je ne sais pas si vous êtes là. Je vous propose Oui, je suis là. de lancer, je vais arrêter la présentation, de lancer le sondage alors c'est une question pour essayer de déterminer si vous avez eu le sentiment de ne pas avoir été cru ou d'avoir eu, quand vous avez eu des contacts avec des professionnels de santé, vos symptômes qui ont été sous-estimés. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vous invite toutes et tous à remplir le sondage qui vient de vous être présenté, que vous devez avoir sur le chat ou dans la rubrique Pulse. Comme convenu, nous allons faire une pause de 5 minutes. Il est 11h29. Je propose à toutes et à tous de se retrouver sans faute à 11h35. Donc profitez-en pour faire un petit peu de pacing, pour faire redescendre un petit peu la tension et nous revenons pour la série de questions qui nous a été posée et que je vais vous rapporter. À tout de suite.
convenu 5 minutes de pause, histoire de centraliser les questions. Christine, vous préférez commenter le sondage tout de suite ou d'abord commencer par les questions? Je peux peut-être dire 2 mots du sondage. Très bien. Donc, 92% des personnes qui ont participé à ce sondage affirment qu'elles ont le sentiment de ne pas avoir été crues ou l'impression que le soignant par lequel elles avaient été prises en charge était convaincu que les symptômes étaient exagérés. Donc, alors, pour moi, ça me renseigne sur le fait que, effectivement, ce dont j'ai fait l'expérience avec mon fils n'est pas forcément singulier. Alors, ça ne veut pas dire pour autant, voilà, on n'est pas dans une étude académique, hein, l'échantillon n'est pas forcément consolidé, représentatif, mais par contre, il confirme un certain nombre d'études qui ont été établies, pas uniquement avec l'EM, hein, parce que l'étude, par exemple, à laquelle je fais référence, qui est une étude récente de 2024, qui est l'étude de Webman, Yang et Ocott, qui est basée sur des questionnaires d'auto-évaluation. Donc, en fait, les questions qui sont posées par les chercheurs, c'est des questions beaucoup plus détaillées que celles qu'on a posées là, mais où il est demandé à peu près 4000 patients dans le cadre du syndrome post-Lyme. Est-ce que vous avez le sentiment que les médecins ne vous ont pas cru, ont eu tendance à ne pas minorer l'intensité de vos symptômes? Et ce que cette étude met en évidence, c'est qu'il y a un lien très fort de l'âge et du genre. C'est-à-dire que les femmes, on a tendance à effectivement moins les croire, à penser qu'elles sont plus fragiles, sensibles, et l'âge aussi, c'est-à-dire que les personnes âgées et les personnes âgées et les personnes très jeunes, on a tendance aussi à moins croire leurs paroles. Donc, il n'y a pas que le genre, mais ça met en évidence le fait que du coup, le délai de diagnostic va être aussi allongé chez les femmes. Donc ça, c'est une autre étude qui montre que les femmes, en moyenne, vont avoir un temps de diagnostic beaucoup plus long que les hommes. Et quand je dis beaucoup plus long, c'est 6 mois de plus en moyenne, hein, d'après l'étude que je cite, par rapport aux hommes, parce que les médecins ont tendance à considérer qu'elles exagèrent et elles ne prennent pas assez sur elles. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport aux résultats de ce questionnaire qui, là encore, n'est pas une étude académique standard, mais ça donne quand même une indication. Merci beaucoup. Donc, j'ai une première question qui regroupe deux, trois interventions et questions. Vous évoquiez le fait que donc les femmes étaient surreprésentées, comme on le sait, dans les maladies chroniques et dans l'EM. Robert a confirmé ça par rapport au témoignage qu'il obtient dans la permanence téléphonique. Ma question est la suivante. Quels sont les biais qui expliquent cette surreprésentation? Est-ce que ce sont les femmes qui sont plus touchées ou sont-elles plus diagnostiquées? Sont-elles... Voilà. Est-ce qu'on a une information à ce sujet-là? Alors, comme je l'ai dit hein, au début, je ne suis pas médecin, donc je n'irai pas me fourvoyer dans des éléments d'explication physiologique. Je pense d'ailleurs qu'il n'y a pas de réponse encore sur les éléments physiologiques qui expliqueraient que les femmes soient plus touchées que les hommes, à ma connaissance. Donc il y a peut-être quelque chose qui explique le fait que les femmes soient plus sujettes à l'EM. Après, il y a sans doute aussi un élément lié au diagnostic. Ça, c'est possible que les femmes soient surdiagnostiquées. C'est possible en théorie. Mais ce n'est pas cohérent, par exemple, avec l'étude que j'ai citée, montrant que le délai de diagnostic, il est plus long quand on est une femme. Vous voyez, là, il y a un problème de cohérence. Donc, intuitivement, je vous dirais qu'il n'y a pas de raison pour que les femmes soient surreprésentées parce qu'elles ont tendance à plus se faire dépister.
C'est pas un lien si évident. Il est possible en théorie, mais il n'est pas forcément en adéquation avec un certain nombre d'études qui sont menées. Et là encore, je le dis, pas uniquement pour l'EM, mais aussi pour le Covid long, aussi pour les maladies de ce qu'on appelle les syndromes post-infectieux, en fait. C'est pas ce qui pointe comme raison principale. Merci beaucoup. Une autre question, cette fois qui porte sur la réaction des médecins du fait qu'ils soient hommes ou femmes. Est-ce que ça change quelque chose? Voilà. Est-ce que si on se confronte à un médecin homme ou un médecin femme, la réaction, la considération et l'écoute sera différente, selon ce que vous Alors, savez? à ma connaissance, il n'y a pas d'études sociologiques là-dessus. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est que certains des médecins qui étaient les plus incrédules étaient des femmes. Alors, on peut dire que c'était des femmes d'un certain âge et que du coup, elles avaient été formées avec les stéréotypes, les préjugés de cette génération-là. Mais il y a aussi des femmes jeunes. Je me rappelle d'un médecin qui était assez jeune, qui c'était au début lorsque mon fils n'avait pas été encore diagnostiqué, mais j'étais ressortie de son cabinet avec une ordonnance m'indiquant qu'il fallait surtout mettre mon fils à l'école et pas l'écouter, quoi. Il fallait arrêter. Et ça, c'était une femme jeune. Donc, un cas singulier ne signifie pas qu'on peut généraliser, mais par contre, ça montre que c'est pas systématique. C'est pas parce qu'on est face à une femme jeune, relativement jeune pour un médecin, qu'on va avoir de fait une meilleure écoute. Pourquoi aussi? Pourquoi ça? Parce qu'elles ont les mêmes formations. Au niveau des facs de médecine, je pense que la manière dont on n'enseigne pas l'EM. Et la manière dont on enseigne, je pense que alors pour le coup, il y a pas mal d'études qui montrent ça, mais c'est un milieu qui est très misogyne, qui est très porté avec des croyances, les croyances que j'ai mentionnées tout à l'heure, qui sont liées à l'hystérie et qui datent du 19e. On a encore ce reliquat de vision genrée, en fait, des différences de réaction, de perception entre les hommes et les femmes. Alors après, c'est vrai qu'on pourrait s'attendre à ce qu'une femme soit plus attentive, plus portée sur la question de prendre soin d'eux. Là, pour le coup, il y a des études que j'avais menées non pas chez les professionnels de santé, mais j'avais mené des études chez les experts comptables. Ça, c'était il y a à peu près 20 ans, pour voir si les experts comptables hommes et les experts comptables femmes avaient des manières de raisonner différentes. Et oui, normalement, au niveau des raisonnements, ils ont un rapport à la loi qui est différent, par exemple. Un rapport à la règle qui est différent. Donc, on pourrait s'attendre à ce que les femmes soient plus tournées vers le pragmatisme. L'important, c'est de trouver une solution qui fonctionne, sans forcément être dans les clous stricts. Mais sans doute, il y a un effet très fort de la formation. Les études de médecine, les études des professionnels de santé en général, c'est un moule dans lequel on doit rentrer et qui va impliquer aussi un certain nombre de raccourcis, de modes de raisonnement qui peuvent peut-être aussi gommer ces sensibilités peut-être particulières. C'est possible aussi. Après c'est comme je l'ai dit, c'est aussi multidimensionnel. Il y a un effet du genre, ça ne doit pas conduire à gommer les autres effets, les autres aspects qui sont... on a en nous des croyances qui nous viennent de notre milieu socioculturel, qui nous viennent de notre milieu territorial, voilà, qui ne sont pas liés au genre. C'est-à-dire que le genre apporte des éléments, mais tout ne peut pas être réduit à une question de genre. D'accord, très bien, merci beaucoup. On a une autre question. Si on parle de maltraitance, enfin, le si étant, si on en parle, est-ce qu'on peut estimer qu'il y a un problème d'éthique aussi autour de ça? Est-ce qu'il y a une question éthique? Alors oui, forcément. Forcément. Après, bon, tout dépend qu'est-ce qu'on entend par éthique. Mais quand on parle d'éthique, on parle de valeur. Et ce qu'on ne sait pas forcément, les psychologues définissent la valeur comme une croyance. En fait.
Donc, on va agir professionnellement en fonction de un certain nombre de valeurs qu'on considère comme devant primer sur d'autres. C'est une question de priorité, en fait, la valeur. On va faire primer tel ou tel aspect qui nous semble plus important. Donc, là, je ne parle pas de déontologie, c'est-à-dire je ne parle pas uniquement des règles d'une sorte de morale professionnelle des professionnels de santé, je parle vraiment d'éthique au sens large, parce que l'éthique pourrait, dans l'absolu, amener un professionnel à prendre ses distances avec des règles qui sont fixées par la profession. Elle peut l'amener aussi à prendre ses distances avec justement ses croyances qui ont pu être très présentes dans sa formation. Et c'est vrai qu'on garde très souvent le souvenir de professionnels qui nous ont heurtés, qui ont pu conduire à une prise en charge inadaptée, qui ont pu nous faire du mal. Le simple fait de ne pas être cru, en fait, ça fait du mal. Ça rajoute du malheur au malheur. Mais on garde moins le souvenir de professionnels qui vont aller au-delà du cadre strict de leur mission parce qu'ils ont envie d'aider. Parce que, enfin, je ne l'ai pas dit dans ma présentation, mais ces éléments de maltraitance, enfin, les médecins ne sont pas des Mengele, quoi. C'est pas la très grande majorité des médecins ne veulent pas nuire. Ils sont là pour aider. Alors après, il y a des problèmes de compétences, d'incompétences, comme dans toutes les professions. Il y a des médecins qui sont plus compétents que d'autres. Il y a des médecins complotistes. Enfin, on a tout dans le corps médical. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas une représentation de tous les biais ou de tous les défauts ou de toutes les qualités qu'on a dans une population générale. Mais la très grande majorité des médecins, y compris ceux qui exercent une forme de maltraitance, ils le font très souvent avec une volonté de bien faire. Mais ces raccourcis, ces croyances, ces jugements, par exemple le fait d'être persuadé que la réadaptation à l'effort va améliorer les patients qui sont atteints d'EM et de syndrome de fatigue chronique. Il me semble qu'aucun médecin qui recommande cette réadaptation à l'effort ne veut nuire à son patient. C'est parce qu'il a aussi lu un certain nombre d'études, pour le coup, qui faussement ont pu répandre cette idée, parce qu'on est sur une pathologie qu'on comprend mal. Avec la croyance que l'exercice physique fait du bien, ce qui est vrai dans la plupart des pathologies. Moi, j'ai une maladie dégénérative, la réadaptation à l'effort m'a sauvée. Et du coup, on va appliquer des méthodes qui sont inadaptées aussi parce qu'on maîtrise mal les mécanismes. Et là, on est peut-être face à une difficulté du corps médical qui est de se remettre en question et de vouloir douter, d'accepter de douter. C'est compliqué quand on est, enfin moi je fais référence là encore à un exemple que j'ai vécu, un grand chef de service qui pour le coup était une femme, qui est réputée dans son domaine, que je rencontre alors que le diagnostic était posé, et elle me dit, bon, il faut envoyer votre fils faire de la réadaptation à l'effort et voir les psys. Et je lui dis, mais en fait le diagnostic il est posé, il a l'EM. Elle me fait, quoi? Je lui dis, l'EM, syndrome de fatigue chronique. Elle fait, mais ça n'existe pas cette maladie. Vous voyez? Le problème qui est là, à mon avis, ce n'est pas un problème de genre pour le coup pour cette personne-là. C'est un problème d'être capable de se remettre en cause, d'actualiser ses connaissances et d'être humble au niveau médical aussi. C'est très dur pour un médecin, je pense, d'avouer en disant je sais pas, mais je vais chercher. J'ai rencontré des médecins qui l'ont dit, mais très rarement. Donc là, on est sur quelque chose qui est de l'ordre de l'humilité et aussi d'être capable de se remettre en cause. Oui, oui, bah, ce que vous me évoquez et ce que vous avez aussi évoqué dans la présentation m'évoque moi une série documentaire sur France Culture, donc LSD, qui s'appelle Les fantômes de l'hystérie, l'histoire d'une parole confisquée.
Et on y retrouve dans ces 4 épisodes de grande qualité des témoignages. Donc on y retrouve l'histoire. Vous évoquiez Charcot à la Salpêtrière. On y retrouve aussi des témoignages actuels de femmes, notamment 3 qui m'ont énormément touché. Parce que certaines maladies étaient évidemment considérées comme de l'hystérie à l'époque, puisque non connues. Puis ces maladies sont apparues comme étant dépistables, réelles, au jeu de la médecine. Je pense à la sclérose en plaques, l'endométriose, l'épilepsie. Et on a quand même retrouvé dans les témoignages de femmes atteintes d'endométriose et d'épilepsie qui ont été considérées comme folles pendant 6 à 7 ans avant que quelqu'un prenne les choses en main et dise bah, on va les regarder. Et oui, effectivement, il y avait de l'endomètre partout dans le cerveau. Ou oui, on va faire un EEG et on remarque qu'il y a de l'épilepsie. Donc, ce qui est fou aussi, c'est-à-dire que même sur des syndromes qui sont reconnus dépistables, il y a encore aujourd'hui une parole qui est confisquée, vous vous écoutez trop, c'est dans votre tête, vous imaginez les choses, même dans des syndromes euh, qui sont reconnus. Donc la question qui va avec ça, c'est est-ce enfin, ça perdure quand même, mais malgré tout, est-ce que ça ne sert pas petit à petit d'exemple? Est-ce que ça ne remet pas un petit peu en question justement la parole, les croyances? Est-ce qu'on voit quand même quelque chose émerger à ce niveau-là? Dans le fait de davantage croire les patients, vous voulez dire? Oui, le fait que dans l'évolution de la médecine, on voit justement des cohortes qu'on n'a pas crues et que finalement, il se passait quelque chose, quoi. Alors, je pense que ce qui permet de sans doute mieux prendre en compte la parole des patients, même si entre la parole d'un patient et la parole d'un médecin, on n'est pas sur un plan d'égalité. Il y a une forme de hiérarchie qui est, de toute façon, le médecin, c'est lui qui a le savoir. Et il sait mieux que le patient ce que le patient ressent. Il y a quand même ça qui est très présent dans le monde médical. Et ça, je pense que c'est pas évident que ça soit remis en cause. Mais on a quand même, par l'intermédiaire de ce que j'évoquais tout à l'heure, qui est ce qu'on appelle la démocratie en santé, l'idée qu'on a un intérêt, une reconnaissance discrète pour l'instant, mais réelle, des savoirs d'expérience, et notamment par les patients experts, mais pas uniquement. C'est-à-dire que le discours selon lequel, bon, ça normalement, par exemple dans la prise d'un médicament, on sait que les médicaments peuvent avoir des effets négatifs qui peuvent d'ailleurs être variables selon les patients. Ça m'est arrivé d'entendre des médecins dire, bon, ça, les effets potentiels que ça va vous faire, vous êtes le seul à le savoir, n'hésitez pas à me dire. Ça, on a cette forme de reconnaissance, de savoir, d'expérience, de savoir expérientiel, qui vont être acceptés, même parfois recherchés par les médecins. Ce qui est après, c'est difficile d'identifier, sauf à avoir un élément, à imaginer une recherche où on comparerait, ce qui sera forcément impossible parce qu'on ne peut pas aller dans le passé, voyez, interroger les patients et les médecins d'il y a 20 ans ou 30 ans. On pourrait éventuellement faire des cohortes d'âge différents pour les médecins. Mais essayer de mesurer ou d'identifier si c'est vraiment un phénomène de masse, de mieux comprendre, de mieux accepter la parole des patients. Moi, j'aurais tendance à vous dire que oui, pour lire beaucoup la littérature, pour participer à un certain nombre de colloques sur la démocratie en santé, ce que j'entends, c'est qu'il y a des changements qui ne sont pas anodins, mais que c'est très lent. C'est très lent et ce n'est pas forcément encore massif. Mais il y a des changements dans cette prise, dans ce regard. Il n'empêche que même s'il y a des changements, enfin, moi je le vis tous les jours. Là, je vais terminer sur une anecdote qui pour le coup n'est pas une anecdote de médecin, mais d'infirmière.
ça fait à peu près 1 an qu'il y a des infirmières que j'aime beaucoup, hein, elles sont très gentilles, etc. Mais elles viennent tous les jours pour mon fils, pour faire sa toilette et 2-3 choses. Bon. Mon fils a des neuropathies très sévères qui fait qu'il ne supporte pas les vêtements sur son corps, sur son buste. S'il a une couche ou un vêtement qui le touche, ça lui fait des douleurs, il en pleure. Et tous les matins, pendant à peu près 6 mois, je leur ai dit à chaque fois, il faut lui baisser la couche. Attention, il ne faut pas lui mettre la couverture sur le ventre parce que ça lui fait mal. Alors, il ne peut pas toujours le manifester parce qu'il a des paralysies où il ne peut pas. En fait, on voit juste des larmes qui coulent. Il ne peut pas s'exprimer. Et je ne le dis même plus parce que ça ne sert à rien, ne crois pas. Parce qu'elle considère qu'on ne peut pas avoir ce type de symptômes. Donc, ce que je fais, c'est que j'attends qu'elle parte et quand elle parte, je lui baisse sa couche et je lui enlève la couverture. Cet exemple-là, qui n'est qu'un exemple qui a une valeur singulière et pas généralisable, mais elle me semble quand même assez symptomatique du fait de ne pas croire ce que dit un patient. En l'occurrence, mon fils ne parle pas, mais de ne pas croire ce qu'une mère va dire. Ça aussi, ça par contre, c'est très net. Les médecins ont beaucoup de mal à croire les mères parce qu'elles sont trop émotives, parce qu'elles couvrent leurs enfants. Enfin, je me rappelle d'un médecin qui ne croyait pas en l'EM non plus, mais qui, lorsque j'étais venue avec mon mari, et lorsque j'ai commencé à parler, il m'arrête tout net, il dit non madame, arrêtez. Laissez parler votre mari parce que lui, il saura me comprendre et il saura ce qui est juste. Et plusieurs fois, j'ai essayé de parler. Et plusieurs fois, j'ai été interrompue, me disant non, arrêtez, madame, arrêtez. Alors après, dans l'expérience que j'ai eue, il y a quand même eu un élément déterminant, je pense, c'est que ma CSP fait que même si on n'accorde pas beaucoup de crédit à ma parole, on en accorde quand même un peu parce que je suis universitaire, donc je suis présumée pas être totalement débile, pour le dire sauvagement. Mais j'imagine les personnes qui n'ont pas les codes culturels pour pouvoir échanger avec les psys, vous voyez, mon fils a flirté avec la psychiatrie. Mais il a flirté avec la mise en psychiatrie avant qu'on le diagnostique. Je ne me serais pas opposée radicalement parce que j'ai une petite formation en psycho, parce que je voyais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas de l'ordre du psychiatrique ou de l'hystérie. En plus, l'hystérie chez un enfant de 8 ans, merci. Mais j'imagine très bien, je connais des cas de parents dont l'enfant a été placé en psychiatrie. Alors, le cas auquel je pense, ce n'est pas en France, c'est en Suisse. Mais je me mets dans la position de personnes qui n'ont pas les bagages culturels pour pouvoir essayer de discuter, de négocier ou de s'opposer. Et j'imagine très bien ce que ça pourrait générer. Merci beaucoup pour ce témoignage et ces exemples, je pense, qui parlent à toutes et à tous. Pour terminer, une dernière petite question, puisque vous l'évoquez. Justement, cette catégorie sociale, cette CSP, dans la prise en charge par les médecins, est-ce qu'on retrouve aujourd'hui des études, des textes, des analyses qui montrent que la CSP est aussi un biais dans la prise en charge de la maladie et donc de l'EM? Alors oui, il y a des études qui montrent ça. Alors ce ne sont pas des études sur l'EM, hein, les études auxquelles je pense. En fait, celle que j'ai mentionnée sur le lien âge-genre, elle a aussi investigué la CSP. Et il y a des études qui montrent qu'il y a effectivement des représentations liées à la CSP du patient qui vont potentiellement interférer et potentiellement retarder du coup le diagnostic. Oui, c'est pas étonnant. Donc il nous reste 2 petites minutes. Est-ce que vous voulez nous donner un mot de la fin de ce webinaire? Alors, le mot de la fin, c'est tout d'abord m'excuser parce que cette présentation que j'ai faite aujourd'hui, je sais à quel point pour un malade de l'EM, chaque effort coûte. Chaque effort peut générer une baisse d'énergie à MPE. Ce webinaire, en fait, n'apportera pas un mieux-être, contrairement à un certain nombre de conférences que vous avez eues. Toutes les études que je peux faire ne contribuent pas à améliorer aujourd'hui la prise en charge de l'EM. Mais je pense que c'est important que tous ceux qui le peuvent, les aidants,
et les malades puissent porter la voix de ceux qui sont trop affaiblis, de ceux qui sont dans l'ombre, dans l'obscurité, sans pouvoir en fait exprimer ce qui est leur souffrance quotidienne. Je pense que seules les personnes qui ont dans leur entourage un malade de l'EM peut imaginer ce type de souffrance-là. Mais que c'est important justement de porter cette parole-là pour changer les représentations. Et j'ai vraiment espoir qu'on puisse, dans les prochaines années, arriver à une meilleure prise en charge de l'EM. Et c'est ce qui me motive en fait à essayer de parler au maximum de cette maladie. Moi, je voulais surtout vous remercier d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui, remercier en fait aussi vos travaux et surtout le fait de sensibiliser les gens à cette question-là, de se dire que bah justement, il y a des biais, que quand on est une femme, on va être encore moins écouté et que ce n'est pas finalement nous. C'est aussi important en fait de le savoir que ces choses-là se passent dans le milieu médical et aboutissent à une maltraitance encore plus importante. Donc encore merci beaucoup pour votre présentation. Robert, un petit mot avant de terminer? On ne t'entend pas, Robert. Merci beaucoup pour cet exposé, Christine. Tu as lancé des pistes sur la démocratie en santé et l'expérience patient. Alors, moi, je suis représentant d'usagers dans un CHU et on s'aperçoit quand même que il y a un changement de paradigme. Par exemple, la HAS augmente l'étude de l'expérience patient au niveau des systèmes hospitaliers. Mais ça va prendre des années. La démocratie en santé, c'est pareil. On commence à avoir une évolution, mais ça prendra des années. Donc c'est vrai qu'il faut, avant, réagir un peu plus, comme on fait aujourd'hui, sur, disons, la maltraitance qui se passe au niveau des patients qui présentent le MSFC ou d'autres pathologies. On a vu ça également pour l'endométriose, ça commence à se calmer. La drépanocytose, je ne sais pas si je le prononce bien, c'est pareil. Il y a aussi un chemin peut-être vers les enfants. Clairement, il y a des problèmes au niveau pas de la pédiatrie, mais du traitement des enfants. On a des exemples très difficile là-dessus. Voilà, je remercie tout le monde, je vous souhaite de passer un bon dimanche et puis un prochain webinaire, pardon. Au revoir. Un dernier mot juste avant de couper, Robert, vous pourrez retrouver donc ce webinaire sur YouTube. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur Facebook, sur Instagram et sur notre site web évidemment. Allez, au revoir. Au revoir à tous.